Eh bien, écoutez, je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui. Je suis très impressionnée par le nombre d'étudiants et de lycéens qui sont présents aujourd'hui. Donc, je remercie bien naturellement les autorités de l'université, de la préfecture, de l'inspection générale qui nous accueille ici. De l'inspection qui nous accueille ici aujourd'hui. Je remercie aussi tout particulièrement Bernard Hay et Myriam Doriat pour leur accueil. Nous sommes là depuis 2 jours, donc nous sommes 3 à être arrivés de métropole et pour ce qui me concerne, c'est la première fois que je viens à La Réunion et donc je suis vraiment très heureuse d'être ici. Donc merci à vous tous. Alors, je vais vous faire une conférence intitulée « La Grande Guerre et les colonies, quelle place pour l'outre-mer ?» Et je vais vous faire une conférence où je parlerai assez peu de La Réunion, ne soyez pas frustrés, je laisserai ce travail à d'autres collègues qui vont intervenir après moi. Mais je vais vous faire une conférence que l'on appelle dans le monde universitaire et le monde savant une conférence historiographique, c'est-à-dire sur la manière dont on écrit l'histoire aujourd'hui et tout particulièrement l'histoire de la Grande Guerre dans l'outre-mer. Et vous allez voir que cette question de l'écriture de l'histoire est une question qui est bien embarrassante pour les historiens parce que cette écriture de l'histoire n'a pas cessé de changer en fait depuis 1918, c'est-à-dire depuis la fin de la Première Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Et je vais donc en fait vous dresser un panorama de cette écriture de l'histoire pour vous expliquer en fait comment fonctionne ce cheminement intellectuel des historiens, cheminement intellectuel qui s'intéresse davantage à l'histoire plutôt qu'à la mémoire. Les historiens travaillent sur des archives et produisent des textes qui sont des textes d'histoire et j'expliquerai chemin faisant la différence entre l'histoire et la mémoire et l'irruption de la mémoire dans le champ de l'analyse des historiens. Alors, pour commencer, eh bien, je vais commencer par poser la question déjà aussi de ce qu'est l'outre-mer, parce que vous voyez ici sur la première slide, l'outre-mer est écrit au singulier, et sur la seconde, eh bien, où je vous présente en fait des travaux, en fait, des ouvrages qui ont déjà été publiés, donc la revue historique des armées de 2013 qui porte sur les armées coloniales, dont il va être beaucoup question par la suite, et la revue Outre-mer, revue d'histoire, qui est la revue de la Société française d'histoire d'outre-mer, qui est ici présentée sur l'ensemble des institutions. Eh bien, vous voyez que pour la Société française d'histoire d'outre-mer, eh bien, l'outre-mer se conjugue au pluriel. Et c'est véritablement aujourd'hui, eh bien, une des questions effectivement que se posent les historiens, vus de métropole, c'est au fond qu'est-ce que c'est que l'outre-mer? Est-ce que c'est un territoire global ou est-ce que c'est un territoire si diversifié qu'il faut utiliser le pluriel? Et vous allez voir que cette problématique en fait de la définition de l'outre-mer, eh bien, est une problématique qui n'est pas complètement terminée aujourd'hui. Alors, elle n'est pas terminée parce que, en réalité, depuis ces dernières années, quand on parle de l'outre-mer, on utilise aussi le vocable de phénomène ultramarin. Eh bien, on s'intéresse de plus en plus aujourd'hui chez les historiens à ce qu'on appelle la global history, c'est-à-dire on utilise donc beaucoup le vocabulaire anglo-saxon pour traduire en fait l'outre-mer comme l'une des composantes de l'histoire globale. Pourquoi on en arrive à cette histoire globale aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que la Première Guerre, c'est la première guerre qui est mondiale, c'est la première guerre qui entraîne un télescopage de différents peuples ensemble dans la guerre. Et aujourd'hui, la plupart des historiens considèrent qu'on ne peut pas les étudier séparément, il faut les étudier ensemble. Et naturellement, cette nécessité de devoir expliquer la globalité du phénomène, eh bien, rend cette histoire de la Première Guerre mondiale très compliquée. Il faut passer par des processus de décloisonnement d'abord, c'est-à-dire étudier territoire par territoire, mais ensuite essayer de restituer une vision d'ensemble. Alors cette vision d'ensemble, eh bien, la revue d'histoire d'outre-mer et la Société française d'outre-mer, qui a son siège à Paris aujourd'hui, eh bien, essaye dans ses travaux, cette Société française d'histoire d'outre-mer est centenaire, elle est née en 1912, donc un petit peu avant la guerre, et elle essaye aujourd'hui, eh bien, de restituer les travaux des historiens qui travaillent sur ces questions d'outre-mer
en parallèle avec la revue historique des armées et avec le monde militaire qui, vous imaginez bien, donc qui est très bien représenté aujourd'hui par différentes institutions et en particulier l'ONAC, l'organisation qui s'occupe en fait des anciens combattants. Eh bien, ces deux institutions en fait s'intéressent aujourd'hui tout particulièrement à cette histoire de la Première Guerre mondiale. Alors, comment, en fait, cette histoire de la guerre et de la guerre dans les colonies, puisque c'est le vocabulaire qu'on utilisait au début du XXe siècle, eh bien, comment cette histoire a commencé? Et vous allez voir, eh bien, cette histoire a commencé avec, très simplement, en fait, la question de l'engagement des troupes. Alors, pour que la présentation ne soit pas trop compliquée pour vous, j'ai fait le choix de vous présenter un certain nombre de titres d'ouvrages ou d'articles pour vous montrer en fait l'évolution de l'historiographie de la Grande Guerre à travers la question coloniale. La liste que je vais vous proposer est très loin d'être exhaustive, ça a été dit tout à l'heure. Aujourd'hui, les publications sur la Grande Guerre et sur les colonies sont immense, et même quand on est un spécialiste, on n'arrive pas à tout lire, donc on est obligé de faire des choix, et ces choix sélectifs, en fait, vous allez le voir, en fait, orientent très clairement la recherche aujourd'hui et permettent en fait de définir les problématiques de recherche. Alors, je vous ai fait le choix de vous identifier un certain nombre de textes, articles ou ouvrages qui ont été importants dans la réflexion sur l'histoire coloniale. Alors, vous le voyez avec le premier texte de Shelby Cullom Davis, Reservoir of Men. Eh bien, la question en fait du réservoir des hommes et de l'idée que l'outre-mer constituait un réservoir est quelque chose de très ancien. Un des tout premiers textes qui apparaît comme un texte pratiquement d'histoire est ce texte de 1934. Donc, vous le voyez, pas très longtemps après la fin de la Première Guerre mondiale. Et cette histoire, vous le voyez, montre l'intérêt, en fait, pour les troupes dites de couleur ou les troupes noires de l'Afrique de l'Ouest. Et dans l'ensemble des débats que je vais mener, vous allez voir que l'intérêt pour l'Afrique de l'Ouest est tout à fait central, en fait, dans les travaux qui ont intéressé les historiens, parce que finalement, c'est là où on avait les troupes de couleur les plus importantes et les plus facilement repérables pour les historiens. Alors, ce texte sur le Reservoir of Men fait très clairement référence à un texte qui datait d'avant la Première Guerre mondiale, qui est La Force noire de Charles Mangin, le colonel Charles Mangin, qui avait publié en 1910 un texte qui a été considéré par la suite comme prophétique, où Charles Mangin disait que l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest en particulier, proposait un réservoir d'hommes qui pourrait être utilisé dans la guerre. Le texte de Charles Mangin est aujourd'hui un texte qui continue à être étudié par les historiens, à la fois pour voir si Charles Mangin avait une vision anticipatrice de la guerre ou si le projet de Force noire de Charles Mangin avait d'autres résonances. Alors, en réalité, les textes des années 30, le texte de Charles Mangin, sont des textes qui ne sont pas des textes historiques, ce sont des textes qui ont une visée politique, soit de proposition d'emploi des forces, comme on utilise le terme dans l'armée aujourd'hui, soit de dénonciation de cet emploi des forces, ce que fait Shelby Cullom Davis. Mais l'histoire de la colonisation et de l'emploi des troupes dans le cadre européen, eh bien, va commencer dans les années 70. Alors pourquoi cette histoire commence dans les années 70 ? Eh bien tout simplement parce que les étudiants le savent, les élèves le savent peut-être un peu moins, eh bien l'histoire met un certain temps avant de se mettre en place parce que pour qu'il y ait histoire, il faut qu'il y ait possibilité pour les historiens d'accéder aux archives. Et en France, nous avons, en France et dans les pays développés, aux États-Unis, en Angleterre, nous avons une loi d'accès aux archives qui stipule, je résume très simplement, que nous avons besoin d'un délai d'une 50aine d'années pour accéder aux archives. Pourquoi on impose ce délai ? Eh bien, tout simplement pour protéger les intervenants sur le terrain, pour qu'ils ne soient pas gênés dans le cadre de leur fonction professionnelle, d'une part, pour protéger les décideurs en fait, qui prennent des décisions, mais également pour protéger les familles. Et ces archives, ce travail en archives, eh bien, nécessite qu'il y ait des centres d'archives nationaux, régionaux, municipaux, qui se chargent du classement et qui se chargent de la mise à disposition des archives
auprès du public. Donc on a toujours un délai d'une 50aine d'années entre l'événement et le moment où on commence à faire de l'histoire. Et vous allez voir que depuis peu, eh bien, l'irruption des mémoires dans les problématiques des historiens a un petit peu changé la donne. Et c'est quelque chose que les historiens commencent à prendre en considération. Donc les premiers textes qui commencent à parler d'histoire, eh bien, vous le voyez, datent des années 1970-1975. Et ce sont des historiens africanistes, ce qu'on appelle des africanistes, c'est-à-dire des gens spécialisés sur l'Afrique qui vont commencer à proposer en fait des textes sur la guerre européenne. Et vous le voyez dans les documents que je vous présente ici, eh bien, c'est encore une fois l'Afrique de l'Ouest, la Gold Coast, et des questions de conscription qui vont intéresser les historiens. Alors, ces historiens, en fait, montrent surtout qu'on emploie, en fait, des hommes et que cet emploi des hommes pose la question, en fait, de l'utilisation des troupes indigènes, que l'on appelle aussi les troupes noires, avec cette idée que les troupes indigènes ont été utilisées en lieu et place des troupes blanches. C'est le grand débat des années 70, sur fond d'un anticolonialisme assez marqué chez les historiens de cette époque-là, d'un antimilitarisme tout aussi marqué, et avec cette idée qu'on a utilisé les populations locales pour se libérer en quelque sorte les Blancs de leurs obligations de guerre. Alors on va retrouver cette idée par exemple dans la génération des chercheurs des années 70 et ici vous avez à l'écran donc une présentation de ceux qui sont en quelque sorte nos ancêtres historiens pour Benoît Beuchet et moi-même, qui ont été en quelque sorte nos patrons et qui ont été les grands professeurs en fait de la Sorbonne, de l'université de Paris 7, de l'université d'Aix-Marseille. Alors Hélène d'Almeida Topor est une grande africaniste qui a été une des toutes premières à s'intéresser à l'engagement en fait des troupes coloniales et elle s'est intéressée à son terrain de recherche, le Dahomey, que l'on appelle aussi le Bénin. Et elle s'est intéressée à deux catégories de troupes. Donc ici, je vous ai montré un article de la Revue française d'histoire d'outre-mer, qui est l'ancêtre de la Revue Outre-mer d'aujourd'hui, où elle s'intéresse à ce recrutement militaire pendant la Première Guerre mondiale. Et elle commence à dire dans ce texte, en 1973, que le recrutement est forcé. Hélène d'Almeida Topor s'intéresse à un autre groupe armés durant cette époque, qui n'est pas dans notre sujet, mais elle s'intéresse aussi à un sujet qui intéresse beaucoup les historiens aujourd'hui, l'engagement des femmes dans la guerre, en ayant fait un autre texte sur les Amazones de Béhanzin, c'est-à-dire les troupes de femmes qui étaient employées au Dahomey à cette époque-là. Autre grand historien qui a été cité tout à l'heure, Marc Michel, fait sa thèse en 1979 avec un titre, Le concours de l'AOF à la France. Cette thèse est publiée 3 ans plus tard sous le titre de L'appel à l'Afrique, contribution et réaction à l'effort de guerre en AOF, avec les dates 1914-1919. Et le texte de Marc Michel va être le premier texte de grande ampleur qui donne à voir en fait l'importance de l'engagement des troupes coloniale dans la Grande Guerre. Marc Michel, son travail est fait à partir d'archives qu'il a trouvées en Afrique, d'archives qu'il a complétées avec les archives qui étaient en France, et ce travail va apporter les premiers chiffres. C'est la première fois que l'on va commencer à comprendre quelle a été l'importance de cet engagement. Marc Michel montre que c'est à peu près 130 000 hommes qui ont été envoyés en France, au titre de la guerre, sans parler des travailleurs, sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, et que dans cet emploi de la force, eh bien, il est un des premiers à montrer qu'il y a eu des réactions, c'est-à-dire des oppositions à l'emploi de la guerre et un refus de la guerre. Danielle Domergue-Cloarec et Colette Dubois, qui appartiennent à la même génération, vont travailler, elles, sur le terrain africain, Côte d'Ivoire pour l'une et les anciennes colonies de Cameroun et de Togo pour Colette Dubois et une partie de l'AEF également. Et elles vont montrer, en fait, les résistances à l'emploi des forces dans ces territoires pendant la période de la guerre.
Je vous sensibilise tout de suite parce que je reviendrai sur ce thème très abondamment à la fin de ma conférence, sur les dates qui sont utilisées par tous ces historiens, qui sont des dates qui, vous le voyez, dépassent très largement, en fait, 14 et 18. Les dates débordent en amont et en aval, en 1911, 1912, puis ensuite 1920, 1923. Ces thématiques sont posées, les dates sont posées, elles ne sont pas très bien identifiées dans les travaux, mais on va retrouver en fait ces problématiques des dates plus tard. Et puis, dernier grand historien qui a travaillé sur ces questions d'engagement pendant la guerre, mais sans s'intéresser prioritairement à la Première Guerre mondiale, mais au phénomène colonial dans son ensemble, Jacques Frémaux, avec sa thèse « L'Afrique à l'ombre des épées », qui est publiée au service historique de l'armée de terre, le CHAT, en 1987. Avec cette équipe en fait d'historiens, eh bien, on a, si vous voulez, le panel des historiens qui vont dominer la recherche française pratiquement jusqu'à aujourd'hui. La transition générationnelle est en train de se faire. Benoît Beuchet et moi-même sommes très directement des élèves de Jacques Frémaux, donc vous voyez qui est arrivé dans la discipline dans les années fin des années 80, début des années 90. Alors, fin des années 80, début des années 90, commencent à apparaître des réflexions qui vont faire avancer un petit peu le débat. Et ces réflexions, eh bien, c'est la réflexion sur les races guerrières et une réflexion parallèle sur la question de la chair à canon. La réflexion sur les races guerrières et la chair à canon va venir en fait des historiens africanistes qui ont été formés par l'équipe précédente, et notamment par Marc Michel et Hélène d'Almeida Topor. Et Joe Loon est un historien africaniste qui, lui, en fait, va publier plusieurs ouvrages et ce texte sur les races guerrières et s'intéresser en fait aux conceptions, aux préconceptions raciales qui président à l'engagement dans la guerre. Et Joe Loon et d'autres historiens vont commencer à développer l'idée que les troupes ont été utilisées de façon raciale, et Joe Loon va jusqu'à dire dans certains textes de façon raciste, et que derrière en fait ce discours racial, eh bien il y a également, qui chemine de la même manière, un discours martial. Qu'est-ce que ça veut dire cette notion de race martiale? Les races martiales, c'est cette idée que les coloniaux, mais pas seulement les coloniaux français, les coloniaux britanniques, et ça commence à partir de ces années-là à entretenir en fait un lien de réflexion causale entre l'Angleterre et la France, eh bien, les Français et les Britanniques en fait ont recruté des troupes dites de couleur, tout simplement parce qu'ils considéraient que ces troupes de couleur étaient des troupes guerrières, capables de faire la guerre, ce qui supposait en retour que les Français, les Anglais, n'étaient pas suffisamment guerriers pour faire la guerre, et que par conséquent, il fallait se tourner vers les populations de couleur. Alors cette question des races martiales et des races guerrières va entraîner une véritable polémique qui va se déchaîner en fait aux alentours des années 2000. La vraie rupture en fait dans la réflexion des historiens, c'est justement ce tournant des années 2000 qui a été très important. Pourquoi ? Eh bien parce que une grande partie en fait des historiens vont considérer qu'il n'y a pas eu un emploi racial, voire raciste, mais qu'il y a eu simplement un emploi national des troupes coloniales qui appartenaient à un ensemble impérial et que dans le cadre de cet ensemble impérial, eh bien, les colonies étaient invitées à participer à la guerre. Ces débats, en fait, sont des débats extrêmement importants pour les historiens d'aujourd'hui et dans lesquels nous avons tous baigné et nous sommes tous obligés de réfléchir à ces réflexions. Eh bien, pourquoi ? Il y a eu une sorte de télescopage aux alentours des années 2000 entre plusieurs réflexions historiques. D'une part, la réflexion historique sur l'histoire coloniale, d'autre part, la réflexion historique très métropolitaine, très franco-française sur l'engagement des troupes sur le front français. Je vais y venir tout à l'heure, c'est la thématique de la contrainte et du consentement. Alors d'abord, sur la question coloniale. La question coloniale, l'histoire coloniale, pour dire les choses très simplement, la colonisation, c'est une histoire de domination de l'Europe,
de la France sur des colonies, de l'Angleterre sur des colonies, de tout un tas d'autres territoires, l'Allemagne, des petits pays également, la Belgique, des plus petits pays, la Belgique, la Hollande, etc., qui ont eu des colonies. Et dans cette idée de domination, pendant toute la période des années 70 aux années 1990, eh bien, on considère que c'est une domination qui ne laisse pas la possibilité aux populations locales de s'exprimer et d'avoir voix au chapitre. Et puis tout d'un coup, eh bien, au début des années 80, venu d'Inde, un chercheur, Ranajit Gura, publie une série de textes qu'on appelle aujourd'hui les Subaltern Studies, où Ranajit Gura propose l'idée que les populations d'Inde, sous tutelle britannique, ont eu une marge de manœuvre, une marge d'expression politique, sociale, économique, bien plus large que celle qu'on a imaginée jusqu'à présent, et qu'il y a une possibilité, en fait, de revisiter l'histoire coloniale et de revisiter le rapport dominant-dominé. En fait, ce texte des Subaltern Studies dit le rapport dominant-dominé n'était pas aussi évident que l'Europe veut bien le dire et il faut revisiter cette histoire coloniale. La réflexion de Ranajit Gura s'appuie sur un autre texte très fameux qui est le texte d'Edward Said qui avait publié en 1978 Orientalism et qui montrait que la réflexion des Occidentaux sur le monde oriental était une vision totalement fantasmée de l'Orient et qu'il fallait complètement déconstruire en fait la construction intellectuelle des Occidentaux. Donc, dans cette époque-là, les années 80, on revisite complètement cette histoire coloniale et on va s'intéresser aux voix des populations locales. C'est dans ce cadre-là que un chercheur comme David Omissi va publier India Voices of the Great Wars et publier en fait des lettres de soldats et commencer en fait à travailler sur cette histoire ce que l'on va appeler les subalternes, tout simplement, et s'intéresser à ces populations. Autre historien de la génération précédente qui est très intéressant, Bill Gammage, qui a publié en 1974 un texte qui va à l'encontre de tout ce que l'on avait dit jusqu'à présent sur le fait colonial. C'est l'idée que l'histoire coloniale des soldats australiens n'avait pas permis la construction nationale de l'Australie, mais qu'en réalité, ça avait été des années perdues, donc the broken years, l'idée qu'ils ont perdu 4 ans aux Dardanelles et que finalement, pour eux, ces 4 années n'étaient pas intéressantes. Autrement dit, dans la fin des années 80 jusqu'aux années 2000, on a une contestation du système colonial, de la domination et surtout une contestation en fait du discours des coloniaux sur les colonies. Donc une déconstruction qui va se mettre en place petit à petit et que l'on va retrouver en fait, qui va s'élaborer de façon parallèle avec la polémique franco-française sur la contrainte et le consentement. Alors qu'est-ce que c'est que cette polémique sur la contrainte et le consentement? Une partie des références que je vous indique ici ne sont pas complètement liées à la contrainte et consentement. Je suis restée en fait sur des présentations bibliographiques liées à l'histoire coloniale, mais en gros, c'est l'opposition entre 2 écoles, celle de Stéphane Audouin-Rousseau qui a développé l'idée que la culture de guerre, une culture de guerre avait présidé à l'engagement des troupes dans les tranchées et que cette culture de guerre, en fait, c'était une culture patriotique qui expliquait que les hommes soient allés dans les tranchées et soient restés dans les tranchées à subir la vie extrêmement difficile des tranchées. En face de l'équipe de Stéphane Audouin-Rousseau apparaît une équipe concurrente qui va se réunir dans une association qui s'appelle le CRID 14-18, Centre de recherche international sur la guerre, CRID 14-18, qui va être alimenté par les réflexions d'un historien de Toulouse, Rémi Casals, et un autre historien très fameux, très connu sur les ondes, Nicolas Offenstadt. Qu'est-ce que proposent Rémi Casals et Nicolas Offenstadt? Eh bien, ils proposent tout simplement l'idée que cette guerre n'a pu se faire que sous la contrainte. Pourquoi ont-ils cette orientation historienne? Eh bien, tout simplement parce que Rémi Casals a travaillé sur les écrits de sous-officiers qui sont tout à fait antimilitaristes et qui ont passé la période de la guerre, puis la période suivante, à dénoncer la guerre et à dénoncer l'engagement des hommes, des soldats, y compris des troupes de couleur, dans la guerre.
Cette polémique sur contrainte et consentement est une polémique qui va faire rage en France entre 2000 et 2005, qui va être extrêmement violente dans les universités parce qu'elle va créer en quelque sorte des écuries de recherche. Soit on était chercheur et on appartenait à l'équipe de Stéphane Audouin-Rousseau, soit on était dans l'équipe de Nicolas Offenstadt et Rémi Casals. Et quand on était, comme moi, étudiante sur les questions de guerre, on était sommé de choisir son camp. Et c'était fort compliqué quand on n'avait pas envie de choisir ce camp, surtout quand on travaillait sur l'histoire coloniale et qu'il existait en fait d'autres paradigmes, en fait d'autres systèmes de pensée avec l'histoire coloniale. Fort heureusement, François Cochet, qui était professeur à l'Université de Lorraine, a proposé en fait un cheminement médian entre contrainte et consentement. Et en 2005, il publie un ouvrage, Entre contrainte et consentement, où il montre que la question de la guerre, en fait, doit s'appréhender de façon globale. À la fois, il faut travailler sur le discours des chefs, parce qu'on ne peut pas comprendre la guerre sans prendre en considération le discours des chefs, mais on doit également, bien évidemment, prendre en considération le discours des sous-officiers, le discours des soldats et aller jusqu'au discours, naturellement, des populations colonisées. Et donc, à partir de 2005, en fait, on commence à dépasser les rivalités franco-françaises de cette école entre contrainte et consentement, et l'histoire, en fait, de la guerre, eh bien, avance dans un sens qui va être extrêmement dynamique et qui, à ce jour, reste extrêmement dynamique, avec une réflexion plus globale qui va nous amener à travailler la guerre dans sa globalité, c'est-à-dire y compris, notamment pour les populations venues de l'outre-mer, eh bien, réfléchir non pas seulement aux soldats, mais également aux travailleurs. Et c'est notamment, vous avez ici, eh bien, le texte de Mireille Le Van Haut sur les travailleurs et les tirailleurs vietnamiens en France pendant la Première Guerre mondiale. Et puis cette idée que pour les colonies, eh bien, si on a beaucoup parlé dans la période précédente des troupes coloniales de l'Afrique de l'Ouest, eh bien, il y a toute une catégorie de soldats qui ont été occultés. Et le texte, un des tout premiers textes qui montre qu'il y a eu une occultation d'un groupe de soldats, eh bien, c'est le travail de Chantal Walensky avec le soldat malgache qui montre que cette catégorie de soldats est finalement peu connue à cause de l'ultra-présence en fait, des tirailleurs sénégalais. Alors, toute cette réflexion sur la guerre, vous le voyez, est impactée en quelque sorte aussi par des réflexions plus globales. Et au début des années 2000, eh bien, dans le sillage de la réflexion sur les subaltern studies, on passe progressivement à l'idée que les subaltern studies, c'est une chose, c'est intéressant, effectivement, mais il faut aller plus loin. Ce plus loin va se traduire par le vocable des post-colonial studies, c'est-à-dire dépasser le discours colonial, le colonial studies, pour aller au-delà vers le post-colonial studies. Et toute une équipe à Paris, à l'École normale supérieure, qui est représentée admirablement bien par Emmanuel Sibeud, eh bien, va proposer d'aller un petit peu plus loin. Et dans le cadre, en fait, d'un groupe de recherche, se monte à l'École normale supérieure, avec l'Institut de l'histoire du temps présent, l'IHTP, un groupe qui va s'appeler le groupe Empire, et qui va donner naissance, en fait, à une réflexion sur ce qu'on appelle les Imperial Studies. Quelle est la question fondamentale de ce groupe des Imperial Studies, où on retrouve Pierre Singaravelou, Hélène Blais, Emmanuel Sibeud, Isabelle Surin et quelques autres, je ne peux pas tous vous les citer, je vous donnerai quelques noms à la fin. Eh bien, la question qu'il se pose, c'est est-ce que finalement, dans le système de la colonisation, est-ce que l'on peut considérer que le système de la colonisation française était un système impérial à l'instar du système britannique? Et il va y avoir plusieurs années de séminaires, plusieurs réunions, donc des réunions pratiquement tous les mois, et avec des séminaires extrêmement denses qui vont se faire pendant 4 à 5 ans, pour aboutir à l'idée, finalement, que le système colonial français ne peut pas être comparé au système colonial britannique. On a un système colonial britannique qui est un système impérial. Les Britanniques ont construit un empire. Comment cet empire est matérialisé? Par la maîtrise des mers, la maîtrise des voies maritimes, et c'est de cette manière que les Anglais construisent leur empire.
Côté français, on a un système qui n'est pas un système impérial. Pourquoi on fait la différence? Sur quoi on fait la différence? Il n'y a pas d'unité. Il y a une discontinuité entre l'ensemble des colonies. Les Français ne traitent pas de la même manière les colonies de l'Afrique de l'Ouest, les colonies de l'océan Indien ne traitent pas de la même manière l'Indochine. Et d'ailleurs, ils utilisent des vocabulaires différents entre les colonies, les protectorats, les mandats. Et aucune unicité, en quelque sorte, dans le système français. Et on a, en plus, sur un plan militaire, pas du tout ce système de lien par des lignes et des lignes maritimes, mais au contraire un système qui correspond à une réflexion qui relève en fait de l'armée de terre, où on raisonne en termes de points d'appui. Donc un système qui est complètement différent, et les historiens en fait de l'Imperial Studies français décident qu'en réalité il faut revenir à une histoire coloniale différenciée et différentialiste, et que c'est finalement de cette manière-là que l'on peut le mieux appréhender la question ultramarine, la question des Outre-mer. Et c'est aussi dans ce cadre-là que l'Outre-mer, en fait, se met à prendre un pluriel, parce qu'il y a autant d'histoires qu'il y a de territoires. Alors, on est donc dans les années 2005-2006, et puis là, tout d'un coup, eh bien, nouveau débat qui est un débat franco-français, émerge en fait quelque chose, une réflexion fondamentale sur les mémoires. Cette réflexion vient d'un personnage qui est très connu, qui s'appelle Pascal Blanchard, qui passe sur les ondes très, très couramment. Pascal Blanchard se présente partout comme un historien, mais c'est l'occasion pour moi de vous expliquer un petit peu ce qu'est un historien et ce que l'on appelle un historien dans notre métier. Pascal Blanchard a fait des études d'histoire. Il est allé à Nanterre notamment, il a fait ses études notamment avec Isabelle Surin et quelques autres, mais il n'a pas fait ce qui permet de dire que quelqu'un est un historien. Quelqu'un qui est un historien, c'est quelqu'un qui a fait des études de recherche en histoire, autrement dit, qui a fait une thèse en histoire. Et Pascal Blanchard n'a jamais fait de thèse en histoire, il a simplement fait des études d'histoire. Et une fois qu'il est sorti de ses études, il a décidé en fait de faire des films, de publier des livres et de les vendre, et de trouver un moyen de les vendre le plus possible. Et pour vendre ses livres, eh bien, il a fait, comme on le dit très vulgairement, enfin de façon très prosaïque, il fait le buzz. Et pour faire le buzz, eh bien, il a inventé un système qui fonctionne très bien aujourd'hui, qui s'appelle la guerre des mémoires, c'est-à-dire d'opposer les différents groupes les uns aux autres et de montrer qu'en fait, eh bien, il faut organiser un système concurrentiel entre ces différents territoires. Les publications de Pascal Blanchard vont avoir un tel succès public que les historiens, en fait, vont être obligés de réagir. Alors, on réagit, mais on réagit de façon savante. On n'est pas dans un pugilat. Et donc, les réponses, eh bien, vont être des réponses qui vont être publiées dans des ouvrages. Et une des meilleures réponses, eh bien, sont le texte d'Emmanuel Sibeux et d'Isabelle Merle sur la question de la guerre des mémoires et de ce que l'on va appeler la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance? Qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire de repentance? Eh bien, c'est un vocabulaire qui a été utilisé notamment par l'historien Daniel Lefebvre, qui était très proche de Marc Michel, pour dire que les Français n'ont pas à se flageller d'avoir colonisé les territoires, que cette colonisation avait eu aussi des effets bénéfiques et qu'il ne faut pas systématiquement considérer qu'il y a eu une exploitation éhontée des populations locales. Et donc, à partir de la fin des années 2000-2010, eh bien, on essaye de dépasser en fait ce questionnement de la guerre des mémoires, et on essaye d'aller plus loin. Et donc, troisième partie, eh bien, on arrive en fait à une réflexion qui va être une réflexion plus globale. Et comment a-t-on dépassé en fait ces tensions qui étaient des tensions nationales entre contrainte et consentement, Imperial Studies, Subaltern Studies, la mémoire ou l'histoire? Comment dépasse-t-on tout ça? Eh bien, aujourd'hui, nous sommes en plein dans cette réflexion. On le dépasse en fait par l'internationalisation du débat. L'internationalisation, c'est d'aller voir en fait comment
travaillent les historiens étrangers, et en particulier les historiens américains, les historiens anglo-saxons. Et en Angleterre, il y a des équipes extrêmement dynamiques qui travaillent sur les questions coloniales. Et vous le voyez, il y a même des chercheurs allemands qui travaillent sur l'histoire coloniale. Et donc, on est en train aujourd'hui, avec comme le deuxième titre, Youth Throne, First World War in Africa, de travailler en fait sur un phénomène global pour essayer de voir l'impact que a pu avoir cette Première Guerre mondiale pour l'ensemble de ces populations. Et vous le voyez avec le dernier texte, par exemple, de Gregory Mann, Native Sons, West African Veterans and France in the 20th Century. Eh bien, on essaye aussi, et on commence au milieu des années 2000, à s'intéresser à cette question du retour de guerre avec les vétérans, c'est-à-dire qu'est-ce que la guerre a entraîné pour ces populations et comment ces populations sont revenues en fait de métropole et de l'Europe. Alors naturellement, le centenaire de la Première Guerre mondiale, donc dans lequel nous sommes entrés en 2014, eh bien, va bousculer encore toute cette réflexion qui se fait chez les historiens. Et la mission du centenaire, qui est ici très bien représentée et qui a, comme ça vous a été dit tout à l'heure, labellisé le programme et justifié en fait notre présence, eh bien la mission du centenaire s'est donnée pour programme de travailler cette question de la Première Guerre mondiale de la façon la plus large possible, de s'intéresser à cette question de façon verticale et horizontale. Verticale, c'est-à-dire de s'intéresser au niveau national, régional, local et même micro-local, de façon horizontale, c'est-à-dire d'ouvrir en fait la problématique, pas seulement à la guerre vue de métropole et vue de France, mais naturellement vue d'Angleterre, vue des États-Unis, vue d'Allemagne et vue des anciens territoires d'outre-mer, où qu'ils soient. Alors en 2013, eh bien, en 2012-2013, les historiens ont été invités à faire des colloques. C'est de cette manière en fait que la pensée historique avance encore aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. On fait un colloque, on se réunit, on réunit des chercheurs. On échange entre chercheurs et puis ensuite, 1 an, 2 ans plus tard, on publie le texte, textes qui ont été revus par les pairs, amendés, aménagés. Et un colloque qui a été important, eh bien, c'est le colloque qui avait été organisé par Jean-Jacques Becker, Philippe Buton. À l'époque, Daniel Lefebvre devait aussi faire partie de ce colloque, mais il est décédé juste avant le début du colloque, et Marc Michel. Et nous avons eu à Reims un grand colloque qui s'est tenu en novembre 2013, qui a réuni de très nombreux chercheurs, et ces actes de colloque, les textes issus de ce colloque, ont été publiés très récemment, le mois dernier, aux éditions Vendémiaire. Ce texte, c'est Philippe Buton et Marc Michel qui ont porté le projet, donc je peux le dire à leur place. Ces 2 historiens, en fait, donc Philippe Buton est un historien de Reims et c'est lui qui nous avait magnifiquement accueillis à Reims. Pourquoi Reims, Pourquoi Reims ? Eh bien, tout simplement parce qu'à Reims, il y avait un projet d'érection, en fait, d'un monument à la mémoire des tirailleurs sénégalais qui avaient défendu la ville de Reims et en lien avec la ville de Bamako. Et donc, nous avons fait un colloque, en fait, en mémoire de ces tirailleurs. Et ce colloque, en fait, a été une sorte de... nous avons revisité tout ce que je viens de vous présenter ici, c'est-à-dire on a essayé de faire un bilan de la manière, en fait, dont cette histoire de la Première Guerre mondiale avait été travaillée tout au long du siècle et de présenter les avancées de la recherche. Et au dire de Philippe Buton et de Marc Michel, eh bien, le texte qui est publié récemment montre que les avancées ont été extrêmement importantes. Il y a eu dans le même temps à Dakar, et c'est pour vous montrer aussi que la recherche en Afrique et dans les Outre-mer est une recherche très importante aussi, il y a eu un colloque d'Elikiam Bokolo, donc qui est professeur à l'EHESS, sur la Grande Guerre en Afrique et qui s'est intéressé aux conséquences de la guerre, ce que l'on va appeler par la suite les sorties de guerre, je vais y revenir, pour montrer en fait l'impact de cette guerre sur les sociétés africaines. Les actes du colloque n'ont pas été publiés, mais le colloque a eu lieu. Et puis, moi, j'ai mené, en lien avec des historiens allemands,
anglais et américain, un gros projet de recherche que nous avons mené à Oxford sur la mobilisation pendant la Grande Guerre et dans le même temps des rébellions qui ont eu lieu pendant la Grande Guerre, puisque aujourd'hui, nous le savons très bien, et peut-être que Benoît en parlera tout à l'heure, il y a eu pendant la Première Guerre mondiale des rébellions très importantes, c'est-à-dire un refus en fait, de participer à la guerre, soit parce que c'était considéré comme la guerre des Blancs, soit parce que les populations locales ne voulaient pas quitter les territoires. Et nous avons initié un programme de recherche qui n'est pas terminé. Les programmes de recherche des historiens sont des programmes de longue durée qui peuvent se faire entre 4 à 10 ans. Et nous sommes toujours en fait dans ce processus de recherche. Il s'agit autant pour nous en fait de faire émerger des archives que de poser des problématiques nouvelles. Et puis, surtout, en fait, à la faveur de la mission du centenaire, des réflexions de la mission du centenaire et de tous les travaux qui ont eu lieu dans le cadre de la Grande Guerre, eh bien, nous, les historiens, nous avons été obligés, en fait, de revoir ce que nous savions sur la Première Guerre mondiale et de revisiter, en quelque sorte, les problématiques de guerre. Le vrai problème qui s'est posé aux historiens et qui s'est posé pour moi tout particulièrement parce que je n'étudie pas la Grande Guerre seulement du point de vue de l'Afrique, je l'étudie aussi du point de vue de la Méditerranée et de la Méditerranée orientale, en particulier de la Syrie et du Liban, eh bien, c'est de nous poser la question de, au fond, quand est-ce que cette Première Guerre mondiale a commencé et quand est-ce que cette guerre s'est terminée ? Et c'est véritablement le débat aujourd'hui chez les historiens. Moi, je travaille beaucoup sur les entrées en guerre et les sorties de guerre. Aujourd'hui, c'est vraiment les travaux que j'ai menés ces derniers temps dans le cadre de la Société française d'histoire d'outre-mer. Et quand on regarde en fait les problématiques de guerre vues depuis la Méditerranée, on voit très bien que la Grande Guerre a commencé en Méditerranée en 1911, avec la guerre italo-turque qui a opposé l'Italie, qui voulait coloniser l'actuelle Libye, la Tripolitaine et la Cyrénaïque, et que dans ce processus qui était un processus colonial de domination extrêmement classique, eh bien, on a tous les éléments caractéristiques de la Grande Guerre qui sont présents. Et on a les guerres balkaniques qui ont annoncé aussi, d'un point de vue tactique et d'un point de vue militaire, des éléments de la Première Guerre mondiale. Mais plus étonnamment, c'est quand on pose la question de la sortie de guerre. Quand on pose, par exemple, la question du moment où la Turquie sort de la guerre, eh bien, on s'aperçoit très bien que la Turquie, en fait, ne sort pas de la guerre en 1918 avec l'armistice de Mudros. Dans la mesure où la Turquie va refuser le traité de Sèvres, eh bien, il va y avoir reprise des combats, reprise de la guerre, et on va repousser, en fait, la sortie de guerre à 1923. Autrement dit, où en sommes-nous aujourd'hui ? Eh bien, nous en sommes à des publications que je vous présente ici, qui revisitent en fait cette question de la Grande Guerre et qui posent la question de qu'est-ce que l'on doit prendre en compte en fait quand on travaille sur la guerre ? Est-ce que l'on prend l'engagement des hommes ? Est-ce que l'on prend les développements économiques et par exemple la course aux armements qui précède la guerre ? Est-ce que l'on prend les décisions politiques ? Et naturellement, eh bien, chaque historien essaye de convaincre son voisin que sa problématique est plus intéressante que les autres. Alors, naturellement, dans tous ces débats, nous sommes entre historiens, parfois concurrents, mais nous sommes aussi nécessairement obligés de travailler ensemble. Et le principe même, en fait, de la recherche historique, c'est de débattre et de débattre d'idées pour essayer de montrer que la recherche scientifique internationale avance. Alors, il me reste juste le temps de conclure, et dans cette conclusion, en fait, je veux vous montrer que la recherche sur la question coloniale et sur la question de la guerre, eh bien, en tous les cas, ici, j'ai fait le choix de vous donner des auteurs qui sont des auteurs français ou francophones. Eh bien, cette recherche est une recherche qui a beaucoup d'avenir encore, parce que les historiens qui travaillent sur ces questions de guerre coloniale ou d'outre-mer, eh bien, sont aujourd'hui, en fait, les héritiers des fameux 4 ou 5 des années 70, eh bien, vous le voyez, sont aujourd'hui extrêmement nombreux. Alors,
Donc, vous avez parmi ses héritiers François Cochet, à qui j'ai succédé à l'Université de Lorraine, donc grand spécialiste de la Première Guerre mondiale, qui est parti à la retraite donc il y a un an, et qui était un spécialiste en fait de la Première Guerre mondiale sur le front métropolitain, et qui a élargi en fait au fur et à mesure de ces dernières années. Son dernier ouvrage, Fin d'un monde, début d'un siècle, est un ouvrage d'histoire globale qui montre bien que la Grande Guerre ne peut pas être vue simplement du côté français et simplement du côté métropolitain. Hugues Tertrais, qui est un historien, qui est le président de la Société française d'histoire d'outre-mer, est un spécialiste de l'Asie, et il a beaucoup travaillé ces questions avec Hubert Bonin, spécialiste d'histoire économique, Jean Frémigachi, qui est spécialiste de Madagascar, Claude Markovitz de l'Inde, Olivier Forcadre de la Première Guerre mondiale et des questions de censure, Alia Aglan, spécialiste de la guerre aussi, et qui montre dans ses travaux que la guerre est une guerre monde et qu'on doit aborder la guerre sur un angle mondial. Alors, elle a beaucoup travaillé sur la Deuxième Guerre mondiale, mais elle s'intéresse depuis beaucoup à la Première Guerre mondiale parce qu'elle voit bien tous les liens. Pierre Singaravelou, qui est professeur à la Sorbonne, qui est un des grands spécialistes de l'Asie et de la Chine, et qui est un des leaders de ce groupe Empire, avec Hélène Blais, spécialiste de l'Algérie et de la cartographie et des réflexions sur la cartographie comme outil impérial et de colonisation des esprits. Emmanuel Sibeud, spécialiste de l'Afrique, Isabelle Surin également, Claire Lowe du Pacifique, et il y a plus loin Sarah Mohamed Gaillard également, Arnaud, spécialiste de la gendarmerie, qui s'intéresse de plus en plus à ces questions coloniales, Yvan Combeau et son épouse Evelyne Combeau-Marie, Prosper F, qui sont vos professeurs ici à La Réunion, Jean-Louis Margolin, Laurent Dornel, qui travaille sur la question des travailleurs et qui montre que cette question des travailleurs dans la Première Guerre mondiale, les travailleurs venus d'outre-mer, c'est un champ de recherche qui s'est ouvert ces 2-3 dernières années, et il est en train de montrer qu'il faut travailler sur cette question des travailleurs parce qu'on a des populations qui sont bien plus importantes que ceux qui ont été engagés dans la guerre comme soldats, et que là, il y a un champ de recherche qui est inexploité. Francis Simonis, qui travaille sur la guerre et sur l'Afrique, Mireille Levanhaut sur les travailleurs d'Asie, Henri Eckert sur les troupes d'Asie, Anne Rasmussen, qui a fait un merveilleux travail dernièrement sur la grippe et sur la fameuse grippe espagnole qui est, on le sait, venue du monde colonial et qui s'est répandue ensuite partout. Eric Jennings, Eric Fajol, Eric Nativel et beaucoup de chercheurs qui sont tous ces chercheurs, ce premier groupe de chercheurs, sont des chercheurs qui sont tous en poste et qui sont tous donc titulaires d'un poste dans une université, soit comme maître de conférence, soit comme professeur des universités. Alors, deuxième catégorie, eh bien, les jeunes chercheurs qui viennent de soutenir des thèses ou qui vont soutenir des thèses qui sont doctorants ou déjà docteurs. Anthony Guyon, Gwendal Piéget, Huan Onvo, Cosima Flatto, Raphaël Chériot, Jeanne Monnier qui a travaillé sur la Réunion, sous Peabody, John Mullen, Louis Alwood, etc. Je vous laisse lire ces noms. Eh bien, tous ces jeunes chercheurs sont les futurs historiens dans 20 ans. Un certain nombre d'entre eux seront maîtres de conférences et professeurs. Il y a dans les travaux qu'ils sont en train de produire, que nous publions notamment à la Société française d'histoire d'outre-mer, eh bien, de très très bons chercheurs qui sont en train, eux aussi, de participer au renouvellement de la pensée. Et puis, naturellement, eh bien, il y a les chercheurs que vous allez voir aujourd'hui, et c'est dans cette journée, et donc qui sont présents, Benoît Beuchet, Isabelle Denis, Frédéric Garand, Rachel Mémosine, qui vont vous parler davantage de la Réunion, mais qui vont vous montrer surtout que, en fait, cette question de la Réunion est, pour utiliser un vocable que nous avons beaucoup utilisé chez les historiens, que nous avons abandonné depuis, c'est que tout ça, c'est une histoire connectée, c'est la connected history qui a montré que, en fait, aujourd'hui, eh bien, on ne peut raisonner qu'en termes d'histoire globale, ce qui rend le travail des historiens très compliqué, parce que naturellement, pour être un historien spécialiste, il faut arriver à lire tous ces gens-là, et lire tous ces gens-là, ça demande du temps, ça demande beaucoup de patience, et c'est bien sûr assez compliqué de faire tout ça. Mais le métier d'historien, j'espère que vous avez compris, c'est un métier tout à fait passionnant, et c'est un métier qui, vous le voyez, amène aussi beaucoup à voyager et à découvrir des territoires magnifiques. Merci de votre accueil.